tant que fils et petit-fils de paysans, éleveurs laitiers et producteurs de comté, déjà, c'est une immense fierté d'avoir été reçu à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est une fierté aussi parce que le député de ma circonscription, il n'a jamais invité mon père ou mon grand-père à l'Assemblée nationale pour lui demander son avis. Donc, je pense que c'est déjà une rupture dans les manières de faire et d'imaginer les politiques agricoles à l'avenir. Donc, j'espère que, en tout cas, cette journée, elle sera porteuse d'espoir et de confiance aussi pour plein de jeunes agriculteurs qui auront envie de croire qu'on peut les écouter, que c'est pas forcément, il n'y a pas qu'une seule manière d'être écouté et il n'y a pas qu'un seul syndicat pour être représenté. Il y a aussi des députés qui sont à notre disposition pour faire remonter nos problématiques, qu'elles soient sur le revenu, l'installation, l'accompagnement, l'administratif, l'environnement. Moi, c'est une mesure phare, c'est des prix et pas des primes quand même. Et c'est avant tout de s'assurer un revenu digne et décent de notre production, de nos produits qu'on fait. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrivera à installer des nouveaux paysans, à sécuriser le foncier. C'est vrai qu'on se dégage un SMIC, mais c'est pour 50, 60, 70 heures de travail par semaine. On a 3 ou 4 jours de repos par mois, et encore repos, il faut quand même nourrir les animaux et faire l'irrigation. Pour les vacances, c'est quand même compliqué de partir en famille, il faut trouver des gens pour garder la ferme, etc. C'est une fierté de se passer de la PAC, mais c'est aussi du coup se dire qu'on n'a aucun filet de sécurité, quoi. Si demain on a un accident, si demain notre rythme de travail fait qu'on peut, on fait un burn-out ou quelque chose. Moi, mon pain fait moins de 5 km entre la semence et la vente, alors qu'aujourd'hui une baguette fait plus de 1600, je crois, kilomètres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une taxe au kilomètre parcouru pour chaque produit agricole? Quand je vois ma compagne qui vend ses carottes, dès que je vois le travail que c'est en bio de faire des carottes, dès que je vois à Lidl le prix qu'elles sont, et je me dis mais c'est quand même fou de voir que on parle quand même du même produit sur l'étiquette, même si en vrai, on sait tous que c'est pas le même produit. Et la relocalisation de l'économie, je pense que ça peut quand même permettre de jouer sur pas mal de tableaux, à savoir l'arrêt du libre-échange, à savoir que le foncier, effectivement, il y a de la spéculation dessus, mais parce que on a des volumes, nous, dans notre secteur, on est près du Cognac. Donc voilà, il y a des volumes énormes, effectivement, de terre, pour des vignes, etc., qui n'ont de sens que parce que ça part en Chine. Donc à un moment donné, si on relocalisait l'économie, s'il y avait cette obligation-là, ça ferait que les paysans reprendraient vraiment le sens du mot paysan, à savoir de faire vivre un pays. J'ai choisi donc ce métier, moi, parce que j'aime la terre, parce que je veux en prendre soin, c'est pour ça que je suis en bio. Les conditions des règlements climatiques nous obligent tous à réfléchir à une transition inévitable. Et pour moi, la chose principale dans cette transition, c'est qu'il faudra qu'on soit nombreux, il faudra que les fermes soient diversifiées et qu'elles soient à échelle humaine. Et je pense que sans conditions de revenus dignes, pour nous, les paysans, et pour les consommateurs, ça ne sera pas possible. On aura aussi besoin de normes claires et d'un cap qui ne change pas tous les 4 matins. Pour moi, il faut mettre fin à la vente à perte et sécuriser le revenu paysan. En étant une petite ferme diversifiée, on échappe à toutes les aides d'urgence, notamment quand il y a des aides pour quand il y a eu l'inflation par exemple du prix des céréales pour les poules. On est toujours en dessous des seuils pour bénéficier des aides. C'est pareil pour l'aide de soutien à l'agriculture biologique ou l'aide à la sécheresse, c'est que pour les éleveurs. Mais ma proposition, c'est qu'il y ait une aide plancher en fait, pour chaque agriculteur. Nous, on l'a estimé à 7 000 €, qui permettrait d'embaucher pour se faire remplacer pendant les vacances ou pour des pics d'activité, quoi. Du coup, si on crée une aide plancher, on pourrait aussi créer une aide de plafond. Ça permettrait de financer de l'humain, quoi, plutôt que de la machine. On s'est extrait de tous les intermédiaires pour pouvoir faire absolument que de la vente directe, pour être toujours moins soumis à cette économie de marché, même si voilà, les prix sont quand même psychologiques, mais en tout cas, ça évite d'avoir des intermédiaires qui vivent de notre travail et que personne se déplore que nous, on vive difficilement du nôtre. Dans un projet de loi, il faudra arriver à sortir des choses pour faciliter le travail en collectif des paysans. En tout cas, autour de moi et dans les réseaux associatifs que je peux constater, on voit l'isolement de certains jeunes producteurs qui veulent faire de la vente directe, de la transformation, etc. Et du coup, c'est plutôt bien d'un point de vue économique parce qu'ils se réapproprient la valeur. Par contre, d'un point de vue isolement et charge de travail, c'est beaucoup trop énorme. Et je pense qu'il y aurait en matière à trouver une manière d'encourager davantage à la création de projets collectifs où les gens peuvent
peuvent mutualiser, même mutualiser de la vente directe, même mutualiser de la transformation. Enfin, je pense qu'il y aurait moyen de créer des choses autour de ça. Lutter contre la spécialisation des territoires, on voit, on est allé hyper loin en fait. On a des territoires énormes en fait où il n'y a plus du tout d'élevage sur des surfaces hyper importantes. Donc là, qui sont complètement dépendantes des engrais chimiques. Et à l'inverse, en fait, des territoires comme chez nous qui sont spécialisés plutôt élevage, où la paille du bassin parisien ou du Poitou revient en camion pour pailler les vaches écologiquement. Éviter des concentrations de parasites, en fait, on dit toujours, il y a des gros soucis sur, on parle beaucoup de la betterave et des choses comme ça. Effectivement, plus on va concentrer des productions sur un même territoire, plus on va favoriser l'installation de parasites. Les milieux sont complètement déséquilibrés, donc forcément, on va compenser par des pesticides ou pour pallier à ça. Gros souci, l'élevage, pour moi, c'est un enjeu énorme, en fait, de réintégrer de l'élevage partout, sur tous les territoires. Pour la question des sols. On est à 95% ici, je pense, tous en agriculture biologique, donc ça nous semble évident que c'est une agriculture, la seule agriculture soutenable. Or, c'est quand même l'agriculture, le deuxième secteur le plus polluant en termes d'empreinte carbone, et c'est aussi celui qui en subit le plus les effets. Nous, on a gelé en 2017, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc, il y a quand même un gros coup de bâton là qui nous tombe dessus. Or, il y a énormément d'agriculteurs, de personnes, de néo-paysans qui sont prêts à s'installer en micro-ferme, donc comme Sylvain, sur 5000 m² ou sur 2000 m², pour faire une agriculture de subsistance, une agriculture vivrière. Et quand on parle de souveraineté alimentaire dans le projet de loi du gouvernement, en fait, cette souveraineté alimentaire, elle serait très facile à mettre en œuvre si on installait pas 300 000, mais 1 million de micro-fermes. Alors ça semble énorme comme ça, mais on est quand même passé des années 60 à 10 millions de fermes. C'est nous, en tant qu'agriculteurs bio, qui devons payer pour justifier notre engagement en agriculture bio. Et du coup, ce qui fait qu'on a des produits effectivement un petit peu plus chers, qui sont difficiles à vendre avec le contexte économique actuel. Alors que l'agriculture bio, c'est vraiment pour moi le modèle d'agriculture qu'il faut mettre en avant dans cette loi pour favoriser vraiment l'évolution de l'agriculture. L'agriculture bio qui va demain permettre d'avoir une souveraineté alimentaire, mais une souveraineté alimentaire qui va quand même respecter le paysan, le consommateur et les territoires, le paysage. Et bien entendu aussi les ressources naturelles qui sont l'eau, le sol, l'air et j'en passe. Aujourd'hui, on a quand même une agriculture industrielle qui détruit une grosse partie de cette biodiversité et qu'il faut arriver à freiner, voire stopper, au profit d'une agriculture qui est vraiment bénéfique pour la biodiversité de la France aujourd'hui. Sur cette loi d'orientation agricole, il y a l'apparition d'un guichet unique qui interpelle et qui fait vraiment peur à toutes les associations qui peuvent rayonner autour de l'agriculture et notamment de l'agriculture paysanne. Ce guichet unique, il est vraiment un frein, je pense, au renouvellement des générations. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte dans cette loi de stopper de ce guichet unique et de garder la pluralité des acteurs du monde agricole, quoi. Il faut qu'on arrive à séparer la propriété de l'usage des terres, qu'en fait on n'arrive pas à réfléchir collectivement à ça, on est tous individuellement à acheter des bouts de terrain par-ci par-là, ou à espérer que Terre de Liens achète des fermes pour empêcher que des gros achètent, mais c'est pas ça l'avenir, enfin ça, c'est que des petites démarches, quoi. Je suis sur un terrain qu'on me prête. Donc j'ai de la chance qu'on me le prête, mais depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé la production, je cherche un autre terrain, un terrain qui pourrait être le mien, et je ne le trouve pas. Il n'est pas disponible dans le secteur où je vis. Je suis à 1 heure de Paris, donc il y a 2 pressions. Une pression immobilière sur les petites terres à proximité des villages, qui font que dans notre village, un terrain de 3500 m² était à vendre 50 000 €, donc pas constructible, mais peut-être un jour. Et ensuite la pression des agriculteurs, comme le voisin qui a 200 hectares, qui n'est pas le plus gros, qui s'accaparent les autres surfaces lorsqu'elles sont disponibles, avec un porte-monnaie plus supérieur au mien. Donc voilà, j'ai de la chance qu'on me prête ce terrain, mais je manque d'autonomie. Cette terre n'est pas de grande qualité, et pour le moment, je ne peux pas changer. Et c'est un problème qui est important dans notre région Hauts-de-France et qui bloque l'installation de beaucoup d'agriculteurs qui souhaiteraient s'installer. Développer les compétences des communes sur l'agriculture, en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de leviers, mais il y en a quand même. Et de dire que les communes aient la capacité
effectivement préempter sur des sessions d'exploitation, et dire en fait voilà, ça part à l'agrandissement, nous en fait on va préempter parce qu'on a quelqu'un installé sur la commune qui puisse faire des choix d'installation qui sont cohérents avec il n'y a pas de production de tel type sur la commune, du coup on va favoriser ça. De rendre démocratiques ces structures-là que sont les chambres d'agri, les SAFER, les OUGC, d'essayer de mettre moins de syndicats et plus de société civile. Je pense que s'il y avait plus de société civile dans ces structures-là, on prendra des décisions qui sont meilleures pour tout le monde et pas juste pour quelques-uns qui ont des intérêts commerciaux. Je suis une femme, j'élève des chèvres, je fais du fromage, c'est un plan atypique. Quand je suis arrivée à la chambre d'agriculture, on m'a dit atypique, débrouillez-vous. Voilà, je me suis débrouillée toute seule. Je suis allée au GAB, mais ça a été compliqué. Il n'y avait pas les techniciens qui connaissaient les chèvres. Voilà, j'ai fini par apprendre avec mes voisins paysans. Et je pense qu'il y a vraiment au niveau de l'installation un problème d'accompagnement qui a évolué, mais qui n'est pas du tout encore opérationnel. Un projet de loi mériterait d'avoir aujourd'hui plus que quelques lignes sur la question de l'intégration et de la prise en compte de la situation des femmes en agriculture. Il va inévitablement falloir soutenir l'installation des femmes en agriculture. Les chefs d'exploitation, les dirigeants des instances agricoles, les membres des conseils d'administration sont majoritairement des hommes dans le milieu agricole, bien que les femmes aient de tout temps travaillé dans les fermes, mais la réalité aujourd'hui c'est celle-ci. Et donc du coup les décisions qui sont prises et les orientations qui sont prises selon des codes, des capacités physiques, des modes d'organisation masculins et qui favorisent pas nécessairement les problématiques qui peuvent être typiquement féminines. 3 mois de congé mat ne suffisent pas. La réalité, c'est que moi, dans mon métier, j'ai pas attendu mon dernier mois de grossesse pour plus pouvoir porter des sacs de terreau de 25 kilos, pour plus pouvoir me plier en deux pour désherber mes carottes. Cette reconnaissance spécifique pourrait passer par une aide au remplacement spécifique au congé et à la grossesse, qui ne prendrait pas que ce temps de 3 mois, mais qui pourrait être par une aide au salariat sur les fermes qui démarre au début de la déclaration de grossesse, de manière à ce que la personne qui arrive sur la ferme puisse être formée par la chef d'exploitation, de telle sorte à ce que, quand elle part vraiment en congé mat et lâche son exploitation, le salarié est en capacité de gérer la ferme sans elle. Et à la fin de la période où elle peut commencer à revenir au travail, l'aide pourrait être dégressive, de telle sorte à ce qu'elle revienne au travail progressivement après sa grossesse. Et avec un peu de chance, tout ça crée un emploi sur la ferme. Moi, je suis encore en formation. Moi, je ne suis pas du tout issu du monde agricole. C'est une reconversion tardive plutôt militante. Pour nous, c'est vraiment un projet politique de nourrir les gens et de bien les nourrir dans l'époque qui est la nôtre. L'image générale du métier dans la société. On parle toujours des NIMA, des gens qui sont non issus du milieu agricole. Et il n'y a aucun métier qui a vraiment cette dichotomie entre les gens qui sont issus et les gens qui ne sont pas issus. Les boulangers ne sont pas fils de boulanger majoritairement, les médecins non plus. J'ai grandi en ville, j'ai fait mes études principales en agriculture, j'ai toujours été passionné par l'agriculture. Et je me demande jusqu'à quand est-ce qu'on va être considéré comme non légitime en fait. Pensez pour les travailleuses, les travailleurs de la terre qui, un jour, par désespoir, par honte de n'avoir réussi dans leur profession, en silence et dans l'indifférence générale, décident que leur vie ne mérite plus d'être vécue. Ils savaient bien que la tâche serait difficile, ils avaient vu leurs parents s'acharner du matin au soir, parfois la nuit, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, pour un revenu pas à la hauteur du temps passé. Mais malgré cela, avec la passion pour moteur, ils ont décidé d'être paysans, malheureusement au péril de leur existence. Combien de temps allons-nous supporter ce désastre humain? Est-ce que nos gouvernants prennent conscience du drame? Ont-ils une conscience? Avec un tiers d'entre eux ayant moins de 350 € par mois, beaucoup de paysans aujourd'hui sont dans la grande difficulté. Nous avons pu l'entendre dans les manifestations de ces derniers mois. Ces jeunes installés qui nous décrivent une situation alarmante, d'autres empêtrés dans des dettes qu'ils pensent insurmontables, d'autres du fait de crises sanitaires, FCO, MHE, grippe aviaire. Encore une fois, les pouvoirs publics vont-ils faire glisser cette crise sous le tapis en fermant les yeux, comme cela a été fait pendant des décennies? Après plusieurs versions d'une loi Egalim qui se sont révélées totalement infructueuses, le gouvernement nous propose ce projet de loi d'orientation agricole.
Ce projet fait l'impasse sur une mesure essentielle pour permettre la pérennité des exploitations agricoles et le renouvellement des générations, celle de garantir un revenu décent aux paysans. Cela passe bien évidemment par la fixation des prix planchers garantis par l'État pour les produits agricoles. Nous pouvons nous réjouir de l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 avril de la proposition de loi portée par Madame la députée Marie Pochon. Première pierre d'un édifice bien fragile. Mais il ne faut pas oublier aussi le partage de la valeur ajoutée. Ces prix planchers doivent donc être accompagnés par la mise en place d'un coefficient multiplicateur, car aujourd'hui la grande distribution a tout pouvoir. Elle rackette de manière légale les agriculteurs et leurs coopératives. Elle pratique des marges abusives. Elle joue sur les importations pour casser le marché agricole. La protection du revenu agricole passe aussi par la fin des accords de libre-échange déjà signés et l'arrêt des négociations de ceux à venir. On connaît les solutions, il faut juste avoir le courage de les mettre en œuvre.